Bonjour Fabrice, merci beaucoup d'être là ce matin, d'accepter aussi de passer sur scène ce matin et parler de ton expérience. Alors, avant de nous parler d'Orixa et de ce que fait Orixa, est-ce que tu peux nous raconter d'où tu viens ? Donc moi j'ai un parcours école de commerce et puis je suis tombé dans le domaine de la santé tout petit à la sortie de l'école, il y a une trentaine d'années maintenant. D'abord chez Ipsen pour développer leur marché sur les pays de l'ex-URSS et puis de fil en aiguille dans le conseil en santé et puis depuis maintenant 20 ans à Lyon en entrepreneuriat, medtech et biotech. Ok, déjà c'est peu commun comme entrée en matière. Et alors, Orixa, en fait, c'est ta dernière venture, mais je crois que tu as déjà eu d'autres aventures entrepreneuriales avant. Alors c'est la numéro 3, donc third time is the lucky charm, comme disent les Anglais. La première fois, ça s'est très bien passé, c'était Narval, une société de medtech dans le domaine de l'apnée du sommeil, qu'on a adossé et cédé à ResMed, et je confirme ce que disait Sophie. Le fait de céder sa boîte, ça peut être aussi un soulagement. Il y a un petit pincement au cœur, mais c'est aussi une ouverture vers d'autres horizons. Et surtout quand la boîte est bien prise en main par celui qui la reprend. Et ensuite, j'ai monté une biotech, Celips à Grenoble. Et là, ça fait partie du jeu de l'entrepreneuriat. On a dû arrêter les opérations au bout de 5 ans parce que voilà, ça ne marche pas à tous les coups, ce serait trop simple. Avec un premier succès déjà acquis, c'est déjà sympa. Disons que dans les moments durs, on se rappelle qu'il y a eu des bons moments avant, oui. Ouais. Et alors, Orixa, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous développez ? Parce que je crois que c'est encore un nouveau grand challenge. Alors, pour utiliser les grands mots, on fait de la ressuscitation, la resuscitation science, puisque notre première application, c'est de développer un dispositif médical pour refroidir de façon extrêmement rapide des patients qui ont fait un arrêt cardiaque réanimé, et les protéger par le froid et leur donner de meilleures chances de survie en bon état neurologique après un arrêt cardiaque. C'est impressionnant, ça calme, ça en jette. Et alors, quand est-ce que tu as fondé Orixa ? Donc en fait, après Celips, je me suis dit plus jamais je redémarre from scratch, c'est trop dur. Évidemment. Et puis je suis retombé amoureux du projet Orixa. Je suis tombé amoureux de mes associés aussi, une équipe fantastique. Et je me suis dit, voilà, il y a un truc à faire. Je ne sais pas très bien où ça peut aller, mais il y a les ingrédients pour faire quelque chose de grand. Et ça remonte à... on s'est rencontrés fin 2018 et on s'est tapé dans la main 45 jours plus tard. Et 1er janvier, j'ai pris la direction d'Orixa qui venait d'être créée, mais qui était une coquille vide. Et il cherchait un dirigeant pour avancer vers la clinique et vers de sauver des vies. Est-ce que, alors, évidemment, tu as appris énormément de choses au travers de tes premières expériences. Est-ce qu'il y a une chose fondamentale vraiment que tu t'emploies aujourd'hui à réutiliser dans Orixa ? Il y a une notion qui est peut-être un peu galvaudée, qui peut paraître bateau, mais qui est la confiance, qui pour moi est fondamentale. En fait, je crois qu'en tant qu'entrepreneur, dirigeant, on est des bâtisseurs de confiance. Parce que finalement, la confiance, il faut avoir confiance en son projet, donc il faut la construire en son sein, il faut la ressentir, notamment dans les moments où ça tangue beaucoup, et Dieu sait s'il y en a. Donc il faut avoir confiance en le projet, en soi, en l'équipe, capacité à traverser des épreuves. Et puis il faut, et là on est dans le domaine du souffle, de la ventilation, qui est aussi l'autre domaine d'Orixa. Donc on parle de vendre confiance, d'inspirer la confiance, d'insuffler la confiance. Et finalement, qu'est-ce qu'on crée ? En fait, on crée un écosystème autour d'un projet. Et cet écosystème ne peut prospérer, ne peut vivre, ne peut être pérenne que s'il y a une vraie confiance entre les différents acteurs. Alors, les employés, les investisseurs, les sous-traitants, consultants, mais s'ils sont que sous-traitants, consultants, ça ne va pas très loin. Il faut qu'ils deviennent vraiment partenaires du projet et qu'ils pensent au moins autant au projet qu'à leurs propres résultats d'exploitation. Donc, il y a vraiment cette notion de faire grandir cette confiance, à la fois en soi et l'insuffler dans l'écosystème. Donc, pour moi, je me dis qu'on ne construit plus des cathédrales, on ne construit plus des usines, on construit
des organisations, mais qui sont avant tout basées sur la confiance et non plus sur le contrôle, parce que le contrôle, dans une start-up, ça ne marche pas, quoi. Et t'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment hyper important cette notion de confiance, et aussi confiance pour les autres, les investisseurs, l'équipe, confiance en soi. Et t'en parlais tout à l'heure, c'est hyper dur de repartir from scratch. Ça a été quoi le travail peut-être sur toi, et c'est quoi encore peut-être les moments où tu dis mais qu'est-ce que je fais là? Ouais, il y en a eu des moments où on se dit il est où le bouton rewind pour revenir 2 ans en arrière et faire un choix différent. Ouais, je sais pas, je crois qu'il faut prendre soin de soi, quoi. Finalement, en tant qu'entrepreneur, on prend soin du projet, on prend soin des autres, on pense à son équipe, on pense à ses clients, à ses investisseurs, mais avant tout aussi, il ne faut pas oublier de prendre soin de soi, quoi. Et ça, c'est... Sinon, si ça commence à trop tanguer à l'intérieur, si ça commence l'édifice se lézarde à l'intérieur, tout le reste peut s'écrouler, quoi. Et alors, la route avec Orixa, elle va être probablement longue encore. Est-ce que tu peux nous dire déjà quelles ont été les premières steps, quelles sont déjà les petites victoires dans le projet? Alors là, on ouvre, je l'espère, d'ici 15 jours, un nouveau chapitre, parce qu'on a déposé les réponses aux autorités réglementaires françaises et belges là, hier et la semaine dernière. Donc on ouvre un nouveau chapitre de passer en clinique à partir de la rentrée prochaine, donc avec nos premiers patients à l'hôpital Cochin et à l'hôpital Erasme à Bruxelles. Et j'espère qu'on va avoir là un peu de vent dans les voiles, parce que depuis 5 ans, on a quand même pris pas mal de vent de face. C'est une métaphore qu'on aime bien. Alors, on a eu la chance de pouvoir compter sur des investisseurs sur lesquels on ne comptait pas forcément au début, notamment Angel Santé. Parce qu'au début, on s'était dit c'est un projet, il faut mettre 20 millions sur la table, donc on va aller voir des VC, ils vont comprendre l'enjeu et bon, ils ne vont peut-être pas nous de faire un chèque de 20 millions tout de suite, mais ils vont au moins mettre 5 millions, quoi, c'est pas possible. Bon, malheureusement, je ne sais pas si c'est le climat actuel ou autre, ou peut-être qu'on n'a pas été très bon dans le pitch, et on n'a pas su instaurer suffisamment de confiance, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Mais on a eu des gens qui nous ont fait confiance, comme Angel Santé et d'autres Family Office et Business Angel, que je remercie vraiment profondément. On a eu l'EIC, l'Europe, on a eu la chance, ils nous ont fait confiance sur le projet. Donc voilà, on a réussi à passer cette étape pour aller jusqu'en clinique, avec, je ne vais pas dire des bouts de ficelle, mais avec quand même relativement peu de moyens et un écosystème qui s'est vraiment mobilisé autour du projet. Et maintenant, on rentre en clinique, et là, c'est une nouvelle aventure qui commence. Voilà, on est très impatients, évidemment. Génial. Déjà, bravo pour ça. Est-ce que tu peux nous donner un horizon pour le projet? Quand est-ce que tu penses que ça va arriver chez le patient? L'horizon pour le début de la commercialisation, c'est 2028. Et donc, c'est à la fois loin et pas si loin que ça. Et en attendant, évidemment, il y a le test de vérité qui est la clinique, dans une scène clinique qui est très particulière, dans laquelle il n'y a eu quasiment pas d'innovation depuis 30 ans. La dernière grosse innovation, c'est la circulation extracorporelle, l'ECMO. Et donc là, on arrive avec une nouvelle plateforme technologique aux côtés de l'ECMO, aux côtés de la ventilation gazeuse, avec notre plateforme de ventilation liquidienne et d'hypothermie. Donc voilà, on a des super cliniciens qui sont eux aussi très impatients de démarrer les premiers essais cliniques, et on croise les doigts. Bon, on souhaite vraiment bon vent à l'aventure Orixa. Et j'ai une dernière question pour toi, Fabrice. Qu'est-ce que c'est ta vision pour notre système de santé à 20 ans? Comment tu vois les choses évoluer? Alors, 20 ans, c'est arbitraire, hein, mais c'est pour essayer de se sortir des BP à 5 ans et voir plus loin. Alors, j'ai fait une petite parenthèse dans le conseil il y a 20 ans de ça. Et à l'époque, il y avait déjà un concept qui était de dire finalement, alors c'était pour les consumer goods, hein, soit il fallait être hyper premium, soit il fallait être cost, enfin Shine ou LVMH, quoi, grosso modo. Et alors, pour la santé, je ne pense pas que ça va être Shine ou LVMH, en tout cas, je ne l'espère pas. Mais je pense que finalement, ce que je vois à 50 Partners, notamment par rapport à tous les projets en digital health, qui est un monde qui pour moi qui est pas très familier, pour être tout à fait franc, c'est que il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir être faites au domicile,
et de plus en plus au domicile, avec le patient empowerment, le patient qui se prend en charge, qui s'autodiagnostique, voilà, enfin, là, je ne vais pas vous faire un dessin, vous savez mieux que ça que moi. Mais d'un autre côté, on va quand même encore avoir besoin d'avoir des centres d'excellence pour la chirurgie, pour la réa, pour les soins critiques. Et donc peut-être que finalement, on va être dans une espèce de dichotomie, alors c'est jamais aussi simple que ça, mais entre d'un côté vraiment des centres d'excellence pour les choses où le patient ne peut pas agir, parce que quand il est dans le coma, le patient empowerment, c'est bien gentil, mais ça ne marche pas très bien. Et puis, à côté, beaucoup de choses qui ne seront plus faites à l'hôpital mais qui pourraient être faites ou en clinique, mais qui pourraient être faites à domicile. Voilà, on verra. Merci beaucoup Fabrice. Je crois qu'on peut l'applaudir chaleureusement. Merci Sandrine.